go down. Salut les terriens. Salut les terriens. Alors les terriens de ce soir sont Rim Kérissi. Bonsoir. Rim Kérissi, bonsoir. Alors c'est marrant, Rim Kérissi, on dirait un mot qu'on invente au Scrabble avec les lettres qui nous restent. L'avantage, c'est que tu gagnes des points avec moi. Ah, Voilà. beaucoup de points, ouais. Voilà. Alors Rim comme ça impressionne. En fait, ça veut dire Nicole, non? Non. Ah non. Ça veut dire gazelle blanche. Waouh. Voilà. Autre terrien avec nous ce soir, Daniel Auteuil. Ça veut dire Auteuil. Auteuil. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir, je crois qu'on peut le dire. Vous êtes le plus grand acteur français. C'est vrai. Avec Jérôme Cahuzac, quand même. Ah oui, il est très fort, il est très fort. Autre terrien avec nous ce soir, Gérard Filoche. Gérard Filoche, bonsoir. Vous êtes membre du PS, spécialiste des questions du droit du travail, et vous êtes devenu célèbre le soir de votre réaction émue aux aveux de Cahuzac chez Michel Field sur LCI. Et ensuite, vous avez écrit un livre, Le Choc, après Cahuzac, chez Gazevitch. Bref, on dit quoi? On dit merci Jérôme. C'était pas exactement l'intention. Et Julien Courbet. Julien Courbet, bonsoir. Alors, vous êtes le producteur et l'animateur de la fameuse émission Sans aucun doute, le spécialiste des arnaques. Jérôme Cahuzac, vous lui mettez combien sur 20? Il a les félicitations du jury. Oui. En P3, on retrouvera le zapping et Gaspard Proust. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Daniel Auteuil, rebonsoir. Vous avez fait partie du jury du Festival de Cannes aux côtés de Steven Spielberg et Nicole Kidman. Il est sympa, Spielberg? Ah oui, oui, il est très sympathique. C'est un garçon agréable. Et puis, il s'y connaît un peu en cinéma. C'est vrai qu'il était très impressionné de rencontrer le meilleur ami de Dave. C'est vrai. Il voulait absolument que je lui présente. Ouais. Et je lui ai dit, c'est pas possible. Ouais, Dave. Ah bah non, mais Dave, attends, il n'y a pas que ça à foutre, Dave. ouais. Ouais. Alors avec Nicole Kidman, vous êtes bien entendu, non? Il paraît qu'elle n'arrêtait pas de vous dire des trucs comme Please leave me alone or I'll call the police. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'à côté d'une star d'Hollywood comme Nicole Kidman, on se sent tout petit. Oui, je connais la photo. Ouais. Mais c'est pas sympa de vous moquer d'une grande. Mais c'est marrant, vous avez l'air d'un fan qui a envie de s'incruster, là. C'est vrai. C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. Ah bah oui, Alors, attendez. Daniel, même si les jurés du festival sont dorlotés, choyés, chouchoutés, voir 2 films par jour, c'est quand même un boulot, non? Oui, j'ai pensé à vous, j'ai pensé aux journalistes. Ouais. Je les ai plaints. Ouais. Et je les comprends mieux. C'est vrai qu'à force de monter, descendre les marches, vous avez perdu 6 kilos. C'est vrai? Ouais. Vous êtes bien, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Daniel, vous avez commencé votre carrière au cinéma dans des comédies populaires comme Les héros n'ont pas froid aux oreilles, Ouais. Pour Sambré que t'as plus rien, Ouais, ce qui est vrai. T'empêches tout le monde de dormir, Ouais. Les sous-doués, et puis avec le rôle... Avec le rôle. Ouais. Avec le rôle du Gollet, Ouais. d'Anne-Jeanne de Florette, Ouais. vous avez gagné la reconnaissance de la profession, l'amour du public, le statut de grand acteur Et plein d'autres choses. et un César. Ah oui, là, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est une chance que Coluche ait refusé le rôle. C'est une chance qu'il ait demandé beaucoup d'argent pour faire les films. Ouais, c'est ça. Non, et puis, c'est Montand qui m'a choisi. Donc, c'est une chance que Montand ait eu l'instinct. Alors, à partir du Golin, vous avez joué pour les plus grands, Michel Deville, Claude Sauté, André Téchiné, Patrice Chéreau, Jaco Van Dormel, Patrice Lecomte, 2e César. 23 de vos films ont fait plus d'1 million d'entrées, Daniel. D'ailleurs, le point commun qu'il a avec moi, j'ai joué 1 million de fois mon one-man show et j'ai fait 23 entrées. Bravo. On peut lui faire un Ça a l'air truc aussi. drôle. Ça a l'air drôle. Alors aujourd'hui, Daniel, vous êtes au top. Vous pouvez tout jouer, en fait. On peut tout faire. Vous pourriez jouer un attaquant à l'OM? Non. Parce qu'ils en cherchent un, là. Ah oui.
Alors, vous faites partie des acteurs français les mieux payés. C'est pas honteux de bien gagner sa vie. Ce qui est honteux, c'est de mal faire son travail. Ouais. Et de, voilà, mais personne ne fait mal son travail. Sinon, personne reste dans ce métier s'ils ne le font pas rigoureusement. Sinon, on gagne moins au film suivant. Voilà. Et puis un jour, vous vous êtes dit, Daniel, on a 2 vies. Et la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. J'ai dit ça? Non. C'est pas moi. C'est pas possible. Confucius. Ah, bon, ah, bon. Ah oui. Et là, vous décidez de passer à la réalisation, l'envie de ne plus dépendre du désir des autres et d'être libre, finalement. C'est quelque chose auquel j'avais pensé depuis longtemps, mais ça n'arrivait pas à se faire parce que j'enchaînais les films et que là, j'ai pris le temps de faire ce choix, quoi. Alors, vous réalisez d'abord La fille du puisatier, et là, vous vous découvrez rigoureux, déterminé. Je venais de passer 40 ans sur les plateaux de cinéma et je me suis aperçu qu'au fond, je m'y connaissais un peu. Voilà. Ouais, bah oui. Alors, ça vous plaît, hein, ce boulot? Oui, ça me plaît. Oui, c'est un nouveau métier. Ouais. Mais il paraît qu'aujourd'hui... Il faut savoir changer de métier. Il faut savoir changer de métier aujourd'hui. Alors, vous dites, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de travailler. Ça, c'est vrai. On travaille, hein, acteur. Ouais. C'est pas, il ne faut pas croire que c'est... Mais il y a une moitié qui est complètement décontractée et l'autre complètement angoissée. Et on est forcément très investi. Mais la mise en scène, c'est du boulot. Ouais. Alors, vous êtes ici ce soir pour votre 2e et votre 3e film, Voilà, c'est en ça. même temps. Ils sortent simultanément le 10 juillet, Marius et Fanny, les 2 premiers films de votre version de la trilogie de Pagnol, en attendant César, qui se fera à la fin de l'année. Voilà, un truc comme ça. Alors, vous spécialisez dans les films à cigales, quoi. Non, alors là, nous n'avons pas de cigales, nous avons des mouettes. Nous sommes au bord de la mer. Ouais. Voilà, Alors, vous dites, j'ai commencé par un truc compliqué, La fille du puisatier. Je continue avec un truc impossible, la trilogie. Oui. Mais j'y vais avec humilité et respect. Oui, c'est comme le truc impossible, c'est qu'à un moment donné, on est allé voir Monsieur Gaudin, sénateur maire de Marseille, pour avoir des autorisations particulières. Et il me dit, moi, jeune ami, vous savez que vous allez entreprendre quelque chose de tout à fait impossible. Je lui dis, oui, c'est impossible, on va faire à l'impossible, nul n'est tenu, nous allons essayer. Mais en même temps, j'ai toujours considéré que les grands auteurs classiques sont faits pour être... Marivaux, Molière, Voilà. on les revisite aussi. Voilà, Oui. voilà, c'est fait pour ça, quoi. Ce qui compte, c'est de surprendre avec ce qu'on connaît, donc... C'était pas évident et c'est très réussi, Daniel. Ah bon, ben, très bien. Hein, vraiment. On regarde à quoi ça ressemble. J'ai quelque chose à vous dire. Panis veut la petite. Et pourquoi faire? Et pour l'épouser. Le père en panise. Monsieur Panis. Eh oui, elle aura tout ce qu'elle voudra. Un vieux monsieur qui épouse une fillette, ce n'est pas joli. C'est quelque chose qui me déplaît. Eh ben moi, ça me déplaît pas. Tu t'imagines que je suis jaloux, c'est ça? Oh, voyons, Marius, pour être jaloux, il faut être amoureux. Je vous vois une paire de cornes qui va trouver le plafond. C'est toi que j'aime. C'est toi que je veux. Tu comptes l'épouser? Je n'ai pas envie de me marier. Tu mens! Tu aimes Fanny et tu es fou de rage parce qu'un autre va l'épouser! Ne pleure pas. Tu le veux? Eh bien, tu l'auras, ton Marius. Je veux partir, Pour aller où? n'importe où. Je n'aimerai jamais que toi. Je n'ai jamais aimé que toi. Marius et Fanny, de Daniel Auteuil, avec Daniel Auteuil, Raphaël Personnage, Victoire Bélisi, Jean-Pierre Darroussin, Marianne Chazelle, Ariane Ascaride. Bravo, Daniel. Alors, pas mal cette nouvelle vie, non? C'est du boulot. C'est du boulot. Alors, Daniel, vous avez 63 ans. Hein? Ouais. Il y a une erreur sur la fiche. 36 ans, c'est le chiffre. Ah non. 53 ans. 53 ans. Mais on a le même âge. Hein. À part vos disques, est-ce que vous avez des regrets? Mais même avec les... Je veux dire, Ouais. mais alors, aucun regret de rien. Je revendique tout ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le ferais en 10 fois pire. D'accord, très bien. Alors, Rim Kérissi, rebonsoir. Alors, vous êtes comédienne, scénariste, réalisatrice, et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Rime comment? Kérissi. Kérissi, voilà. C'est ça. Vous avez un nom à coucher dehors, mais en même temps, quand on vous voit, vous avez un physique à coucher dedans. Donc. Oh, bon. Alors, on vous a vu dans la bande à Fifi sur Canal, mais la révélation médiatique, ça a été OSS 117, Rio ne répond plus. Vous étiez Carlotta, une beauté inexpugnable, selon l'espion,
interprété par Jean Dujardin. Dites-moi, maintenant qu'il a eu son Oscar Dujardin, vous croyez qu'il embrasse mieux qu'avant? Faudrait que j'essaye encore. Alors, Rime, le 17 juillet, c'est-à-dire une semaine après Daniel, donc vous n'êtes pas vraiment en concurrence. Non, puis c'est pas du tout les mêmes films. Pas du tout. Sort votre premier film, donc Paris à tout prix, dont vous êtes scénariste, réalisatrice et actrice. Alors, le pitch, c'est l'histoire de Maya, qui est d'origine marocaine, qui vit à Paris depuis 20 ans. Elle bosse dans une boîte de stylisme. Elle va avoir son premier CDI, elle est très contente, mais en rentrant d'une soirée karaoké avec Cécile Cassel, un peu arrosée, elle double une bagnole de flic banalisée et lors du contrôle, les flics découvrent que sa carte de séjour n'est plus valable et ils décident de la renvoyer au Maroc. Retour au pays, dans cette famille qu'elle voulait oublier, et là c'est le choc. C'est ça. Choc des cultures, plus important que le choc thermique. Ouais. Donc elle va tout faire pour revenir à Paris, d'où le titre Paris à tout prix. C'est une histoire vraie. Un jour, vous allez en Tunisie pour un festival de cinéma avec votre valise Vuitton. Ouais. Les mecs vous regardent à la douane et vous dites, voilà, c'est quoi ce monde? Voilà. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain, j'étais amenée à vivre dans un pays qui n'est plus le mien? Et quelques jours plus tard, je vois dans les journaux « La France, je l'aime, on veut que je la quitte ». Et je me dis que ça serait sympathique de le traiter à ma façon. Ouais. Et donc, je l'ai traité avec humour et sincérité. C'est très bien, regarde à quoi ça ressemble. Bon, c'est la dernière ligne droite, on est à moins de 3 semaines du défilé. Salut les girls! Désolée les filles pour le retard, j'ai rien loupé. T'inquiète, on vient de commencer. Ta grand-mère du Maroc? J'ai toujours rêvé de visiter les pyramides. Oh les girls! Il y a que des connards, c'est ça. Oh merde! Mademoiselle, on a un petit problème avec votre titre de séjour. Vous allez nous suivre gentiment? Ah non, mais moi je vais nulle part, moi. Alex, t'appelles la police. Ouais, Cendrillon! On fait moi signer des papiers, il faut que je rentre, je bosse moi aujourd'hui. Mais Maya, tu comprends pas, là. Ils vont t'expulser. Mais tu déconnes. Demain, première heure, je vais au consulat et je me tiens ici. Attends, c'est si rude que ça, voir sa famille. T'es vraiment hérité du caractère de papa. Hein. Et toi de sa moustache? Je fais comment pour aller en ville? Parce que je me casse l'esprit de merde. Pas de taxi, pas de bus. Bah non, désolé. Se fait la queue. Oh, non, je suis VIP. Se fait la queue. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un visa. Dehors. Calmez, vous avez perdu la tête ou quoi? Et toi, Batman, t'as perdu Robin? Voilà, Paris à tout prix, sorti le 17 juillet, c'est très très bien. Le film a d'ailleurs été vendu déjà à l'étranger avant même sa sortie en France. Dans 50 pays. Non. Ouais. Alors, vous qui êtes tunisienne, ça n'a pas été trop dur de vous mettre dans la peau d'une Marocaine? Oh non. Non, pas du tout. Je suis partie dans une famille pour écrire, justement, de manière à ce que ça soit fidèle et réaliste. Ouais. Et donc, du coup, en bonne comédienne que je suis, c'était facile. Non, mais c'est bien. Alors, j'imagine que vous avez eu peur que l'arrivée de la gauche au pouvoir foute en l'air votre scénario. Mais heureusement, Valls s'expulse exactement comme Guéant. Donc, tant mieux pour vous, parce que ça aurait pu changer. Alors, Rime, sur le tournage du film Fatal de Michael Youn, vous avez rencontré un humoriste comédien québécois nommé Stéphane Rousseau, qui est devenu votre compagnon dans la vie et qui joue d'ailleurs dans le film le patron de la maison de stylisme. Oui. C'est vrai que sexuellement aussi, ils mettent du sirop d'érable partout, non? Partout. Mais ça a un goût délicieux. Nous sommes toujours en compagnie de Rime Kérissi, de Daniel Auteuil, de Gérard Filoche et de Julien Courbet. Alors, Julien Courbet, rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que vous savez, Julien, que vous portez les mêmes lunettes que François Hollande? Non, c'est pas exactement les mêmes. Ah oui, mais ça, c'est les anciennes. Et je les ai portées avant lui. J'espère juste que ma calvitie tardera un petit peu plus. Mais il y a un petit air de ressemblance. Il paraît que ce sont des lunettes assez spéciales qui empêchent de voir la réalité. C'est vrai. Ceci étant, François Hollande a un modèle encore plus efficace. Voilà. Là, on voit plus rien. Là, c'est on sûr. reconnaît mal Michel Polnareff derrière. Alors, Julien, il y a 2 mois, vous avez été viré de France 2 sans trop comprendre pourquoi. Bienvenue au club, hein, on est 2. Ouais. C'est comme ça, ça fait partie de nos métiers, je crois qu'il faut l'accepter. Bien sûr. Alors, dès que ça s'est su, le standard de France 2 a été submergé d'appels. Mais en fait, c'est juste des producteurs qui voulaient prendre votre case. Hein, Alors, l'arrêt de votre émission vous a énervé, vous avez critiqué la chaîne via des tweets. Vous êtes dit victime d'une injustice profonde. J'imagine que ce scandale sera le sujet
de la première de Sans aucun doute que vous reprenez sur TMC à la rentrée. La première arnaque, évidemment. Quelle On va voir arnaque avec ça. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que quand vous êtes passé de TF1 à France 2, vous avez déclaré avoir perdu 58% de vos revenus. C'est vrai. Là, ça va être 58 de plus, donc je pense que je vais pas tarder à donner des sous maintenant à la télévision. Parce qu'à force de changer de chaîne, je perds beaucoup à chaque fois. C'est ça. Alors non seulement à l'époque, vous avez perdu 58% de vos revenus, mais Sarkozy avait dit, vous vous rendez compte de ce qu'ils font? Ils engagent Julien Courbet sur France 2. Pas Gustave Courbet, Julien. Ça veut dire qu'il connaissait le peintre, c'est déjà une bonne nouvelle. Il pensait peut-être qu'il était encore vivant. Donc à la rentrée, vous serez sur TMC pour animer Courbet sans aucun doute, en access prime time. C'est le retour du Zorro du PAF, quoi. C'est en fait, je crois que malheureusement, dans nos métiers, en tout cas à la télé, on appartient plus au public qu'à notre originalité. Ah, oui. C'est-à-dire, vous êtes bien placé pour le savoir. Dès qu'on sort un petit peu d'une émission qui a quand même été plutôt culte, hein, sans aucun doute, pendant 17 ans, moi, il s'est passé 4 ans de ma vie où donc je n'ai plus fait sans aucun doute. Il ne s'est pas passé une semaine sans que les gens dans la rue me disent « On va vous regarder vendredi soir. » C'est horrible. Mais je n'y suis plus, madame. Oui, c'est ça. Ah oui, mais on va vous regarder quand même. Alors heureusement, il y a votre one-man show qui va vous permettre Ça, de c'est rester génial. un peu dans le divertissement. Il y a longtemps que vous le rodez en province. Surtout, ce que les gens ignorent, c'est que j'ai démarré comme ça. Mon premier métier, c'était auteur. J'écrivais pour Gérard, j'écrivais pour Virginie Lemoine, chez Jacques Martin. Et s'il n'y avait pas eu un coup de fil de Gérard Louvain disant « Est-ce que tu veux pas venir faire une petite émission, cherche un jeune ?» je serais sur scène depuis maintenant plus de 20 ans. Dans Un siphon fond, il y a d'ailleurs des documents qu'on voit régulièrement chaque chez fois, Arthur. où je suis hors On vous Dalida, voit, où je absolument. suis, effectivement. Il était fort, c'est Jacques Martin. Il découvrait les gens. Il avait découvert Cécilia avant Sarkozy. C'est vrai. Alors, vous montez sur scène d'abord du 8 au 31 juillet au Festival d'Avignon et ensuite à la rentrée du 26 septembre au 4 janvier à Paris. Vous dites, je rêve de la scène depuis 20 ans, mais j'avais la trouille quand même. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai basculé dans l'univers de la télé, à chaque fois que je me suis dit il faut y aller, j'ai eu très peur parce que je me rappellerai toute ma vie la sensation que j'ai ressentie la première fois le rideau. Parce que nous, on parle à une caméra. On parle pas aux gens. Quand le rideau s'est ouvert pour la première fois et que je les ai vus là assis, ils n'étaient pas nombreux, mais qu'ils soient 80 ou 1000, ça ne change rien. Assis, les yeux grands ouverts comme ça, avec l'air. Maintenant, tu vas nous faire rire. Ouais. Et tout de suite, je peux vous dire qu'il faut avoir un une sacré pression, cœur. Mais non, maintenant, moi, je j'ai pourrais pas, une estime pour les comédiens énorme parce que... Avant, non. Non. Mais avant, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte de la violence que c'est d'avoir le public là qui vous observe. On sait pas moi, nous, je ça. trouve plus impressionnant de parler devant des millions de gens à la télévision que devant 1000 personnes en vrai. Parce que on ne sait pas qui sont ces millions de gens à qui on parle. C'est très abstrait. On regarde à quoi ça ressemble. Le dentiste, il peut pas décrocher après une journée de boulot. Même quand il fait l'amour à sa femme, hein. Alors il lui dit « Chérie, je te demande d'ouvrir bien grand la bouche. Ça risque de faire un petit peu mal, mais ça ne va pas durer longtemps. Voilà, c'est fini. Tu peux tracer la bouche. Je vous veux dans mon équipe, ici c'est bien. » Vous n'oubliez pas qu'on est une réunion, ça fait fini. Ouais, oh, Caillot. Dans quelques instants sur M6, l'amour est dans le pré. Des paysans frustrés de la bite vont tenter de fourrer des boudins prêts à tout pour du pognon. Voilà, Julien Courbet sur scène au Festival d'Avignon au Palace et sur scène à la rentrée. Alors en fait, ce qui vous a donné confiance en vous, c'est quand vous avez demandé une augmentation pour votre émission au patron de France 2 qu'il a éclaté de rire. Exactement. Je me suis dit, là, je peux être drôle. Je pensais être payé au cachet, en fait, mais je me suis aperçu rapidement que c'était au comprimé. Non, mais c'est pas difficile comme ça d'assumer les deux rôles. Le secret, c'est de faire quelque chose de diamétralement opposé sur scène. Ouais. Ce que les gens ne veulent pas, c'est payer pour voir quelque chose qu'ils ont gratuitement à la télévision. Non. Et celui qui croit qu'il va venir voir le Julien Courbet de Sans aucun doute, il va être très déçu, parce que c'est justement à l'opposé. Ouais. C'est ça l'intérêt, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ce soir, on a des gens qui changent de vie, comme vous, Gérard. Oui. Vous devenez enfin une vedette et vous pouvez enfin faire passer vos idées.
Ça oui. Quand on me laisse dire qu'aujourd'hui il faut traquer la fraude fiscale, avant on m'entendait pas, Voilà. on passait à autre chose, et en ce moment je suis en train de dire autant de fois que je peux, il y a 590 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Vaut mieux s'y attaquer que de s'attaquer aux petites retraites. Gérard Filoche, mesdames, messieurs. Alors Gérard, vous êtes membre du PS, spécialiste de questions de droit du travail, ancien inspecteur du travail vous-même. Et le mardi 2 avril, vous êtes invité chez Michel Fil sur LCI pour parler de l'accord national interprofessionnel, l'ANI. Vous vous trouvez dans les loges, déjà maquillé, quand une assistante vous annonce que votre passage est annulé. Les aveux de Jérôme Cahuzac viennent de tomber. Alors vous allez partir, évidemment, lorsque l'assistante vous rappelle pour que vous puissiez vous exprimer sur l'affaire Cahuzac. Et là, grand moment de télévision. On avait un ministre du budget qui s'est censé chasser la fraude fiscale et qui ne le faisait pas. Et maintenant, on va chercher quelques milliards dans les allocations familiales. On va chercher quelques milliards dans le cadre des petites retraites. Mais de qui se moque-t-on? Je suis socialiste, mais je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas supporter une fois qu'un ministre du budget de mon gouvernement, que j'ai soutenu, me manque là-dessus. Moi, je vous dis, moi, je peux le faire, le budget. Je peux vous dire comment j'embauche 2000 inspecteurs des impôts. Je peux vous dire qu'ils gagneront 100 fois leur salaire. Et je peux vous dire qu'il y aura de l'honnêteté. Mais qu'il y en a assez de ce genre de complicité. Qu'il y en a assez de ce genre de situation où on se trouve spolié. C'est la misère dans le pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres, qui ont moins de 900 € par mois, dont on ne parle pas. Et on est en train de mégoter pour un petit budget pour atteindre 0,5% de déficit. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans. Je peux supporter ça? Voilà, Gérard Filoche. Gérard Filoche, chez Michel Fil, sur LCI. Votre émotion traverse l'écran, le buzz est énorme. Vous devenez instantanément célèbre. Vous devez tout à Cahuzac. Vous pensiez pas qu'on pouvait être socialiste et un bel enfoiré? Non. Vous débutez dans le socialisme ou quoi? Quand on milite à gauche, c'est pas pour voir ça, c'est pas pour supporter ça. Quand on milite à gauche, c'est pour que les salaires augmentent. Quand on milite à gauche, c'est pour que les gens aient des droits sociaux, du droit du travail. J'étais inspecteur du travail pendant 30 ans. C'était pour qu'il y ait du respect dans les entreprises, pour qu'il y ait un état de droit dans les entreprises. C'est sûr que vous auriez été incapable de faire ça. Déjà, vous n'avez pas les 600 000 €. Ça, c'est clair. Moi, ça m'a fait penser à un personnage que j'ai joué, c'est l'adversaire, Jean-Claude Roman. Et je me suis dit, il y a un film à faire là-dessus. Moi, je vois ça, pas sur le plan politique, mais sur le plan humain. Je me dis, quelle vie, quel lourd secret à porter, et comment peut-on s'accommoder de ça? J'entends bien les aspects humains, mais à la limite, c'est pas ça que les millions de gens qui ont regardé ont vu. On dit, ce gars-là, il nous donnait des leçons de rigueur, il nous donnait des leçons de morale, il fallait serrer la ceinture tous les jours. Il paraît qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, il paraît que la crise. Et le gars se servait, quoi. Enfin, c'était servi, il maintenait, il montait. C'est ça qui est le plus choquant. Et donc, au moment où on peut redistribuer les richesses en France, j'arrête pas de le dire aussi depuis qu'on me donne quelques petites secondes au micro, parce que la France n'a jamais été aussi riche. Quand on dit aux gens les caisses sont vides, c'est pas vrai. Elles sont pleines. Elles sont pleines. Servez-vous. Servez-vous. Allez-y. 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 C'est pas compliqué. Alors, il faut aller où alors pour le... Je l'ai dit, 590 milliards dans les paradis fiscaux, mais les 500 premières familles possèdent 271 milliards. C'est l'équivalent du budget de l'État. Le CAC 40 l'année dernière, c'était 86 milliards. Ils se prennent 37 milliards de dividendes qui ne servent à rien. C'est de l'argent gaspillé. Il va même pas pour nos emplois, il les supprime. Donc en vérité, les richesses sont là. C'est pas vrai quand on nous dit il y en a pas. Vous pouvez planquer ma montre. Je voulais dire que mon spectacle ne marche pas du tout. Daniel, il n'y a pas eu une entrée, on galère. C'est la cata, on fait plus une entrée, toi ça marche pas non plus. Je suis en train de vous parler des arnaques là. Vous devriez être sensible au sujet. Oui. Mais je l'ai invité plein de fois dans Sans Aucun Doute. Dans la presse. Avant qu'il devienne star, tu l'as invité toi déjà. Et dès que j'ai eu mon premier redressement, j'ai arrêté de l'inviter. Alors, Gérard, suite à cet épisode, vous avez publié chez Gazevitch un livre intitulé Le choc après Cahuzac. Et en lisant votre livre, on se souvient que vous avez été le fondateur des Jeunesses communistes révolutionnaires avec Alain Krivine. Hein. Ouais. Parce que ce que vous recommandez là, c'est pas un virage à gauche, c'est un voyage dans le temps quand même. Hein. Si vous le dites. Mais si vous pensez qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas besoin d'un virage à gauche, je crois que vous ne partagez pas l'opinion de quelques millions de gens, parce qu'ils ressentent ce besoin-là profondément. Quand on sait aujourd'hui qu'à la rentrée,
on va parler de comment on peut baisser le niveau des retraites, alors que leur moyenne est autour de 1 200 €. Ouais. Quand on sait que le SMIC n'est pas augmenté le 1er juillet, il y a quelques jours, il y a des gens qui mangent des pâtes à partir du 10 du mois, qui ont 3 fois de la viande par mois. Donc il y a besoin quand même, quand on a 10 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs, il y a besoin d'un vrai coup de barre à gauche. Et dans ce pays, ça doit changer parce que la richesse existe et tous les Cahuzac... Non, Alors, démocratie, mais est-ce ils doivent quand même que jeter. vous croyez que François Hollande est vraiment l'ennemi de la finance? On me dit de son entourage que la finance serait plus forte que prévu. Et que la crise serait plus grande que prévu. Alors c'est un point de désaccord, moi je ne crois pas. Je crois que c'est une question de volonté politique. Et que les conseillers qui vont dans un sens en lui disant « attaque pas trop, il faut moduler, sinon les taux de marché, etc. » c'est des mauvais conseillers. Ouais. Et qu'il vaut mieux regarder les gens dans la rue et dans les entreprises parce qu'eux, ils ne pensent pas la même chose et c'est eux qui ont raison. Ouais. Dites-moi, Hollande, ça vous dérange pas qu'il se colore les cheveux quand même? Non, je sais pas, non, parce que moi j'imagine le président de la République, une fois par mois, chez un coiffeur avec des papiers alu, dans les cheveux en train de se faire sa couleur. D'un coup, je sais pas, je me dis, est-ce qu'un mec qui se teint les cheveux peut être vraiment honnête, Gérard? Alors, Hollande, il a au moins fait voter le mariage gay quand même. Oui. Il y a longtemps que vous vous préoccupez des homosexuels, vous? Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à ce qui s'est passé en 1984. Votre femme, Françoise, elle vous dit, j'ai un couple d'amies lesbiennes qui veulent avoir un enfant. Et Gérard, tu vas t'y coller. C'est extraordinaire. Oui. Donc, vous avez fait un enfant à l'une des deux, et vous l'avez fait selon la méthode naturelle. Oui. Est-ce que la fécondation est arrivée rapidement? Vous avez dû recommencer plusieurs fois? À mon souvenir, elle est arrivée assez rapidement. C'est dingue, hein? L'enfant s'appelle Louise, hein? Oui. Elle a 28 ans et devinez ce qu'elle fait. Elle est contrôleur du travail. Et voilà. Ah oui, c'est héréditaire chez les filoches. Ça, c'est dans les spermatozoïdes, ça. Il y en a un qui est toujours contrôleur du travail et qui arrive à s'aupiler avant les autres. Donc vous partez en vacances avec les deux lesbiennes, quoi, le Depuis couple. très longtemps. L'enfant, vous, votre femme, tout le monde ensemble et tout. Vous y allez cette année, là? Oui. Eh bien voilà, on vous souhaite de bonnes vacances, Gérard. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Yves Bonnet, ancien patron de la DST, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Que les Russes nous espionnent, on s'en serait douté puisque Poutine est un ancien du KGB. Que les Chinois nous espionnent, c'est pas un secret puisqu'on les accuse de copier nos meilleurs produits. Mais attention, ce ne sont pas les seuls. Alors qu'ils sont censés être nos alliés, les Américains font exactement pareil. Grâce aux révélations d'Edward Snowden, cet ancien consultant de la NSA en transit à Moscou, on sait que rien n'échappe à l'œil de Big Brother. Les services secrets américains ont accès à toutes les données personnelles gérées par les géants de l'Internet comme Google, Yahoo, Microsoft ou encore Facebook. Ça fait flipper. Impossible de mater discrètement un site porno l'après-midi au bureau sans que Barack Obama soit directement mis au courant. Pour leur défense, les Américains expliquent que s'ils espionnent la Terre entière, c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais est-ce que ça ne cacherait pas autre chose ? En effet, les États-Unis sont nos alliés dans la guerre contre le terrorisme, mais quand il s'agit de guerre économique, ils redeviennent nos adversaires. La preuve, chaque jour en France, 2 millions de communications sont interceptées et passées au crible des ordinateurs de la NSA. Et en Allemagne, c'est pire, 15 millions de communications espionnées chaque jour, 7 fois plus. Apparemment, les Américains sont plus curieux de connaître les secrets industriels du groupe Volkswagen, 3e constructeur mondial avec un bénéfice record de 15 milliards, que ceux du groupe PSA qui en France supprime des postes à tour de bras. D'un côté, c'est vrai que c'est un peu vexant pour les Français, mais de l'autre, ça veut dire que si vous regardez des sites cochons l'après-midi au bureau, eh bien, Obama ne sera pas forcément mis au courant. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Yves Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien patron de la direction de la surveillance du territoire. Bienvenue parmi nous. Si. Alors, Edward Snowden révèle que les Américains nous espionnent. Les Européens tombent de l'armoire. Obama et Kerry répondent « Oui alors, c'est pas un scoop ». Pourquoi autant de surprises et de naïveté de la part des Européens? Nos services de renseignement connaissent l'existence de la NSA, non? Oui, la NSA est une administration de 50 000 personnes. Oui. Et ça fait des dizaines d'années que l'on sait que la NSA espionne tout le monde,
Et la CIA aussi, d'ailleurs. Oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne. Bah oui. Il n'y a rien d'étonnant. Oui, même si on n'a pas le même niveau technologique, on a appris jeudi, par le journal Le Monde, qu'en fait, les Européens faisaient exactement la même chose. Ils espionnent aussi, enfin, je veux dire, non? Oui, mais nous avons une supériorité sur le plan humain. C'est-à-dire que nos espions à nous, j'ose le dire, sont beaucoup plus intelligents que les espions américains. C'est ce qui doit nous rassurer. Ouf! C'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de fil à retordre avec le KGB, qui avait des officiers de qualité, formés, estimables d'ailleurs. Hein. J'en ai mis 47 à la porte, donc. Et pourquoi ils sont meilleurs, les Français, que les Américains en espionnage? Parce que nous sommes vicieux. C'est pas nouveau. Vous savez, dans votre propre pays, on se fait écouter aussi. Bien sûr. Je vais vous raconter une anecdote très rapide. Il y a un jour, dans une émission comme ça d'arnaque, un petit artisan appelle et nous dit j'ai inventé un brevet pour éteindre les puits de pétrole et je me le suis fait piquer. On enregistre, sans en parler à personne, l'émission, normalement. Dans la nuit, la boîte de prod est dévalisée sans que l'alarme sonne et le lendemain, on retrouve des dossiers partout par terre. Il en manque un, celui-là, aucun autre. Donc, voilà, moi des fois il m'est arrivé d'entendre des petits bips bizarres sur mon portable, il y en a d'autres qui me le disent aussi, donc c'est un sport, je crois qu'il faut savoir, c'est comme ça, on vit avec. Hein. Rim, ça vous a surpris quand vous avez appris ça, vous? Moi j'ai pas dormi de la nuit, c'est une catastrophe. Non, je me fous. Puis-je dire que, à contre-courant, qu'il faut pas s'habituer à ça. Il ne faut pas considérer que c'est normal, à mon sens. Hein. Si. Non, c'est pas normal ni qu'on écoute, ni que les autres écoutent. Il y a un Big Brother, c'est quand même un phénomène totalitaire contre lequel tous les humains doivent essayer de lutter. Oui. C'est pas normal que nos vies privées soient à la merci de la NSA. C'est pas normal que les humains soient traités comme des mécaniques qu'on peut espionner mais c'est partout trop dans le tard monde. aujourd'hui. Mais non, jamais, il faut se résigner. Dans ce cas, il faut arrêter d'avoir des téléphones portables. Mais il faut... de plus Oui, être mais sur non, Wi-Fi. il y a de la lutte politique. Il faut expliquer d'abord que c'est pas normal. Puis il faut expliquer qu'on peut lutter contre et qu'on peut mettre un point à ça. Mais permettez-moi de vous le dire, totalement naïf. Hein, mais c'est bien la naïveté en politique. Non, mais les États-Unis ont réussi à faire prévaloir leur conception du monde, qui est la mondialisation. Elle induit évidemment une floraison extraordinaire des moyens de communication. À partir du moment où il y a des moyens de communication, on entre en compétition. Tout le monde est en compétition. Et dès lors que nous sommes tous en compétition, qu'est-ce qu'on fait? On triche. Eh bien, c'est là où Filoche va pas être... C'est comme sur un terrain de... Voilà, sur un terrain de football, vous empêcherez pas les types de faire des croche-pieds. Des croche-pieds, des tacles. J'ai le sentiment d'être à contre-courant, mais vous m'expliquez que les droits de l'homme doivent être foulés aux pieds. Mais les droits de l'homme s'arrêtent là où commencent les droits de l'État. Voilà. Et voilà. C'est ma conception. C'est deux conceptions. Nos conceptions sont opposées. Deux conceptions opposées. Alors, Yves, est-ce que les Américains nous font profiter, nous, Français, nous, Européens, de leurs écoutes? Quand ça les arrange. Quand ça les arrange. Et comme ça les arrange rarement, ils ne nous donnent pas grand-chose. Alors, est-ce que les Européens, disons, prennent assez de précautions? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que les diplomates ont des téléphones codés? Est-ce que dans les ambassades, il y a des chambres confinées, une espèce de cage de Faraday? Alors, je crois qu'il faut sortir du mythe des ambassades qui sont espionnées, parce que dans les ambassades, il ne se passe rien. Oui. En revanche, il y a des entreprises, il y a des intérêts économiques qui sont très forts et qui méritent d'être protégés. Effectivement, ce qui est un peu choquant dans toute cette affaire, c'est que les gens connaissent l'existence de l'espionnage militaire, de l'espionnage diplomatique, de l'espionnage industriel, économique. Là, effectivement, ce qui a choqué les gens, c'est qu'on espionne les citoyens directement à travers les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc. C'est ça qui a choqué les gens. Et c'est vrai qu'il s'intéresse à un certain nombre de personnes, jugées sensibles, jugées dangereuses ou susceptibles d'agir sur l'opinion. Alors, question, est-ce qu'il faut suspendre les négociations sur le traité de libre-échange Europe-États-Unis, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, finalement, l'espionnage, il y en a toujours eu? Si je peux me permettre, il ne fallait pas les engager. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On a du mal à bâtir une Europe à 28 maintenant. Est-ce que c'est 28 depuis le 1er juillet? Oui, il y a la Croatie, oui. Parce que 28 pays d'Europe vont donc négocier avec 50 États américains. Et alors, le problème, c'est que l'Europe, c'est un peu un nain politique, comme on sait, même si on le déplore. Tandis que les États-Unis, c'est un géant politique. Peut-être pas assez vicieux, mais un géant politique. Et comme il y a 24 champs de normes commerciales qui vont être discutées dans les 5 ans qui viennent, s'ils ont des grandes oreilles pour savoir avant, norme par norme, ce qu'il y a du côté européen entre les 28 pays, et ils ne vont pas gêner pour le faire, ils vont nous avoir dans les 24 négociations. Pas seulement l'exception culturelle, mais la défense, mais les OGM. Je crois qu'il faut quand même, à certains moments, donner un coup d'arrêt.
Je crois que Cohn-Bendit l'a dit, je l'approuve, moi je pense qu'il a raison. Il y a un moment, il faut dire ça suffit. Bon. Ils n'arrêteront rien, hein, ça les calmera pendant quelques temps, ils reprendront de plus belle, mais au moins on leur aura montré qu'on n'est pas dupes. Parce que être cocu, ça c'est d'accord, mais il ne faut pas qu'on nous le montre trop souvent, si vous voulez. On peut au moins faire la leçon aux grands groupes Internet comme Google, Facebook, Yahoo. Par exemple. Qui nous espionnent toute la journée. Bien sûr. Merci Yves. Je vous en prie. Nous sommes toujours en compagnie de Rim Kérissi, de Daniel Auteuil, de Gérard Filoche et de Julien Courbet. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ?» Bonjour. Nous sommes le 6 juillet. Je suis à bout là, j'en peux plus. Ça fait 1 an que je me nourris de Hollande, Hérault, Duflo, Najat Vallaud. J'ai l'impression d'être un carnivore enfermé dans un bac à légumes. Alors, nouvelle principale de la semaine, les États-Unis nous les espionnent. Waouh! La nouvelle du siècle, quoi. Si le premier squelette humain a été retrouvé en Afrique, on est sûr que c'est en France qu'on va déterrer le premier squelette de bisounours. Bah ici, on n'y croyait pas. Hein. C'était non, mais pourtant, Obama, quand il nous dit bonjour, il sourit. Donc il peut pas. Humiliation suprême, l'Allemagne est 7 fois plus espionnée que la France. Bon, ça, c'est normal. Hein, c'est normal. On voit pas très bien ce qu'on peut pomper à la France. Hein. C'est les 35 heures, Sudrive, je sais pas. Je pense que les USA, quand ils nous espionnent, c'est pour se détendre. Quand ils écoutent l'Allemagne, ils ont l'impression d'être sur France Info. Dès qu'ils passent sur la France, c'est rire et chanson. Politique toujours. Alors Hollande a réagi avec autorité. Il a viré Delphine Bateau, l'espionne descendue d'une éolienne, la Matahari du compost. En tout cas, François, il a le sens du timing. Hein. Les Français partent en vacances, tout le monde s'en fout de la politique. Et là, Raoul qui décide de montrer qu'il en a dans quel but, c'est qu'il est là comme ça, là. Puis virer Bateau pour l'exemple. Enfin, le gouvernement ressemble à un nid de moustiques et lui, il bute la coccinelle. Enfin, parce que moi, Bateau, je l'aimais bien. J'aimais bien. Ça, elle m'a vachement sensibilisé au... C'est parce qu'en fait, chez moi, il y a une poubelle verte et une poubelle noire. Ouais. Bon, il y en a une autre avec un trou où ça fait schling de... Enfin, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Ça doit être un pot de chambre pour les gens avec les pieds un peu longs, tout ça. Enfin, je sais pas très bien. Et jusque-là, je pensais qu'on pouvait mettre que des trucs verts dans la poubelle verte. Ouais. Mais en fait, non. Parce que Delphine Bateau, elle m'a sensibilisé, quoi. Alors, elle a été remplacée par Philippe Martin. Oui. Ah ouais, c'est un type très... C'est qui, en fait? Ouais, c'est normal. Tout le monde se paluche sur l'écologie, c'est important, quoi. Il faut... Et il n'y a jamais une grosse pointure pour gérer le ministère de l'écologie. Non, jamais. Le ministère de l'écologie, ça me fait penser à la bonne copine, tu vois. Tout le monde t'explique que c'est la femme idéale, mais personne ne veut la tirer. Bref, Égypte. Égypte. Alors apparemment, maintenant, le printemps arabe, c'est 1 fois par an. Bon. Bah, ça se comprend. Hein. Quand on sait qu'il y a eu à peu près 100 agressions sexuelles en quelques jours place Tahrir, pourquoi arrêter de manifester, quoi? En fait, la place Tahrir, c'est devenu un club échangiste en plein air. C'est plus une révolution démocratique, c'est sexuel. C'est jouir sans entrave, sous le niqab la touffe. Enfin, c'est très... Alors, résultat, les manifestants ont été entendus. C'est-à-dire que l'armée a dégagé le président Morsi, président qui était à 32% d'opinion positive. Ouais. Tu vois, c'est à ce genre de détails qu'on remarque que l'armée française est complètement sclérosée. Front National. Marine a perdu son immunité parce qu'elle a parlé d'occupation pour désigner des prières de rue. Bon, les prières de rue, c'est vrai que c'est un sujet qui excite les gens, quoi. Moi, j'ai un copain homo qui a un appart juste au-dessus de la rue en question. Et il était ravi, quoi. À chaque fois qu'il y avait une prière de rue, il allait jamais à la terrasse sans son rouleau de sopalin, quoi. Il était là, comme ça. Je disais, non, mais... Ah ouais, non. Morale. Morale. Bernard Tapie est sorti de sa garde à vue. Boum, direct, le 20h de France 2. Enfin, un JT après un juge, c'est comme du stretching après un match de boxe, quoi. Ouais. Avec Pujadas dans le rôle du jacuzzi.
Pujadas, il est mignon, hein, tu sais. Il a beau barboter, il détend quand même, quoi. Alors, le pauvre qui a essayé d'arracher des aveux à Bernard Tapie, tout en finesse. Bernard Tapie, vous avez été mis en examen dans cette affaire d'escroquerie en bande organisée. Est-ce que cet arbitrage a été une escroquerie? Le type, il croit qu'en 3 minutes, il va lui arracher l'aveu que les 3 juges qui l'ont mis sous séquestre n'ont pas réussi à avoir. Tapie, il est magistral. Moi, à la fin de l'intervention, je me suis dit, vraiment, le pauvre, quoi. Il a eu que 45 millions de dommages et intérêts. Crédit Lyonnais, c'est vraiment des enfoirés. Tapie, c'est vraiment, moi, ça manque. Le divertissement de qualité, quoi. C'est Nabila avec un QI, moi, Mercato Télé, on en parle en ce moment, il y a des gens de télé sur le plateau, profitons-en. Alors, en sortant des studios de TF1, Claire Chazal s'est ramassé un seau d'excréments à travers la vitre de sa voiture. Elle a réagi avec classe, hein. Elle a regardé le truc et dit « Encore du taf ». Sport. L'ex-footballeur Basile Boli est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour abus de confiance. Alors, quand on sait qu'il a joué à l'OM sous l'ère Tapie, prendre du sursis, c'est un hommage au patron, quoi. Santé. Le stress multiplie par 2 le risque cardiovasculaire. C'est toujours moins que la détente qui multiplie par 5 le risque de travailler dans la fonction publique. Alors, bonne nouvelle de la semaine, les talibans ouvrent un bureau au Qatar. Ouais. Bah oui, forcément, Lourdes ou Versailles, c'était un peu tangent. C'est l'objectif avoué, c'est s'ouvrir au monde et inviter les gens à mieux connaître les talibans, leur culture, leur joie de vivre. Tu sais, être taliban et tenter de séduire à l'international, c'est comme vouloir choper sur Adopte un mec en mettant pour photo de profil la liste de TMST, quoi. Ouais. C'est vraiment le truc. Alors, pas belle la vie? C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, sur Canal+, décalé à 15h05 et sur canalplus.fr. Voilà, pas de témoignage ce soir. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Rim Kérissi pour Paris à tout prix, en salle le 17 juillet, bravo. Daniel Auteuil, Marie-Stéphanie, les 2 films en salle mercredi, merci. Gérard Filoche pour Le Choc après Cahuzac chez Gossevich, merci. Julien Courbet au Festival d'Avignon avec son One Man et à la rentrée à la Comédie des Boulevards. Yves Bonnet, ancien patron de la DST. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le meeting d'athlétisme de Paris-Saint-Denis. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h40 pour SLT Summer 2013. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.